Chers amis, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau module d'enseignement de CCAFU Online. Autour de moi, pour ce module consacré aux nouvelles hormonothérapies et aux nouvelles indications de ces nouvelles hormonothérapies, Philippe Busbock, qu'on ne présente plus, cancérologue, membre du CCAFU, et Pierre Mongia-Artus, que j'ai le plaisir de réunir pour discuter de nouveaux horizons. On connaît le cancer de prostate, une évolution explosive en une dizaine d'années. On est passé d'une situation où la maladie était localisée avec des traitements localisés, et puis la maladie métastatique avec des traitements qui étaient essentiellement la suppression androgénique. Et situation qui a été bouleversée avec l'arrivée des nouvelles molécules, d'abord la chimiothérapie, les taxanes, puis les nouvelles hormonothérapies. Actuellement, l'ordre des choses est bouleversé. Il y a des innovations qui sont particulières en termes thérapeutiques, notamment pour les patients qui sont porteurs d'un cancer de prostate métastatique d'emblée, hormonosensible, puisqu'on a vu l'arrivée de deux molécules qui permettaient d'avoir un gain en survie, qui sont le docétaxel et la biratérone. Pour le docétaxel, finalement, les données sont assez connues. On a les études Charted, GETUC15 et Stampede, dont la méta-analyse montre l'avantage pour les patients qui sont traités avec la combinaison de docétaxel et de suppression androgénique. Et puis, très récemment, nous avons eu deux publications conjointes, Latitude et Stampede, qui ont permis de montrer que pour les patients, encore une fois, métastatiques, hormonosensibles, l'ajout de la biratérone à la suppression androgénique permettait d'avoir un bénéfice en survie globale, en survie sans rechute et en bénéfice sans événement osseux. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez luxueuse, finalement, puisque nous avons deux molécules qui permettent d'améliorer la survie globale, la biratérone et le docétaxel. Et la question actuelle qui se pose, c'est quelle molécule choisir ? Quel argument en faveur de la chimiothérapie ? Philippe Busbock. Donc, en faveur de la chimiothérapie, on a évidemment des bénéfices qui ont été démontrés. Encore faut-il se poser la question de savoir si la chimiothérapie est bien adaptée au patient et de savoir si le patient est éligible à cette chimiothérapie par docétaxel. Le deuxième point majeur, c'est qu'aujourd'hui, il a été démontré clairement que l'avantage se fait sur des patients qui sont porteurs d'une charge tumorale importante. Et la question de savoir si l'extension métastatique le permet est aussi très importante. Ce n'est pas parce qu'on a une réponse simple que c'est forcément la bonne réponse thérapeutique. Néanmoins, quand on regarde les données de l'essai de phase 3 Charted, le bénéfice en termes de survie globale est majeur, puisqu'on avait un bénéfice de l'ordre de 13 mois, avec un hazard ratio à 0,61. Quand on regarde les comparaisons entre les patients de Latitude et de Stampede, c'est vrai qu'il s'agit dans les deux cas de patients graves. Vous voyez que dans Latitude, il fallait 2 facteurs parmi les 3 suivants, c'est-à-dire un score de Gleason supérieur ou égal à 8, au moins 3 lésions osseuses et une maladie viscérale mesurable. Quand on voit dans Stampede, 45% avaient des métastases osseuses, 3% avaient des métastases viscérales. Latitude montre, en comparaison de Charted, c'est vrai, des bénéfices qui sont relativement voisins en termes de médiane de survie, en termes également de survie sans progression radiographique. La tolérance, par contre, évidemment, est moins bonne avec la chimiothérapie, puisque avec cette chimiothérapie, les problèmes essentiels sont liés au risque de neutropénie fébrile. Mais par contre, on a quand même un certain nombre d'effets secondaires avec l'astadébiraterone, notamment un certain nombre d'effets secondaires cardiovasculaires comme l'hypertension qui est assez fréquente puisqu'on a 20% d'hypertension de grade 3 dans l'étude Latitude qui, je le rappelle, utilisait la prednisone à des doses inférieures à 5 mg par jour par rapport aux essais en phase avancée. La qualité de vie dans Charted montre qu'après, évidemment, la baisse initiale liée au moment de la chimiothérapie, cette qualité de vie repart à la hausse par la suite, et donc on peut accepter que la qualité de vie globale sous chimiothérapie est quand même améliorée. Est-ce que demain, on va pouvoir mieux trier les patients qui sont susceptibles de répondre de façon plus favorable à la chimiothérapie? On a un certain nombre d'éléments qui viennent d'émerger des données de GETUC12 et de GETUC15, qui est celui de voir que les tumeurs qui expriment ERG semblent bénéficier davantage de la chimiothérapie que celles qui ne expriment pas. C'est pour l'instant des données qui sont
encore non confirmés, mais sur les 2 études françaises, malgré tout, il y a une tendance qui semble être un facteur peut-être demain prédictif intéressant à prendre en compte. Pierre, on a vu un peu les arguments défendus par Philippe pour la chimiothérapie. C'est vrai qu'on a des données qui sont assez solides, des profils de tolérance que tu as rappelés, des données de qualité de vie qui vont dans le sens de la chimiothérapie. Il y a peut-être des questions de prix aussi. Après, c'est vrai qu'avec les études Latitude et Stampede, on a des données qui sont également très éclairantes sur l'avantage qu'on peut avoir à ajouter de l'acétate d'abiraterone à la suppression androgénique. Donc quel argument tu as finalement retenu dans le sens de l'abiraterone? Alors j'en ai retenu plusieurs. Le premier, c'est bien sûr celui que tu as rappelé en préambule, qui est un avantage tout à fait décisif, puisque cette étude Latitude fait partie des quelques études qui sont à même de modifier profondément les pratiques en utilisant une hormonothérapie combinée dès la phase métastatique, avec donc 38% de réduction de risque de décès et 53% de réduction du risque de progression. L'intérêt, c'est qu'on a ces 2 études qui sont arrivées de façon combinée, Latitude mais aussi Stampede, qui montrent des résultats tout à fait comparables et aussi puissants. Donc la méta-analyse qui a été publiée assez récemment montre bien qu'il y a une augmentation à 3 ans de la survie globale et de la survie sans progression par l'addition d'aztad-abiraterone à l'hormonothérapie standard par rapport au placebo et l'hormonothérapie standard. Donc sur ces données qui sont des données très puissantes, qui sont à même de modifier l'AMM du produit, j'aimerais rajouter cette notion de qualité de vie. Nous sommes quand même dans un contexte, même si le mot est jamais très simple à prononcer, un contexte palliatif, et donc la façon dont est vécu le traitement par le patient est critique. Et là encore, l'étude Latitude montre qu'il y a un franc bénéfice en termes de qualité de vie, quelle que soit la façon de l'évaluer, à l'association d'abiraterone et d'hormonothérapie pour ces patients métastatiques d'emblée. Alors, pour aller plus loin dans l'analyse, il faut toujours essayer de trouver des arguments qui sont peut-être cette fois un petit peu plus spécieux. Il y a un argument qui nous est donné par cette courte phase de chevauchement dans l'étude Stampede dans les bras abiraterone et docetaxel. Les informations que nous apporte cette analyse prudente, là encore, sont que finalement, le bénéfice de l'aztad-abiraterone par rapport au docetaxel, il n'est pas sur les critères majeurs. En revanche, là encore avec de la prudence, si on compare en termes de qualité de vie l'association docetaxel plus castration et abiraterone plus castration, il semble quand même qu'il y ait un bénéfice à l'abiraterone plus castration sur différentes échelles de qualité de vie qui traduisent le vécu par le patient de traitement qu'on lui a proposé. Donc en conclusion, si on peut aller jusque-là, et avec prudence, les critères sur lesquels on va pouvoir choisir entre chimiothérapie et aztad-abiraterone pour les patients d'emblée métastatique, c'est la réponse à 4 questions. Premièrement, quelle est la charge tumorale du patient, comme l'a très bien dit Philippe, en ne dévoyant pas les outils qui sont pour l'instant à notre disposition. On reste sur la tomoscintigraphie au technetium, sur le scanner thoraco-abdominopelvien. La deuxième question, c'est quel est l'état fonctionnel du patient. Là encore, avec des outils extrêmement simples à utiliser, c'est du bon sens clinique. Et puis surtout, quels sont les objectifs du patient et quelles sont ses préférences. Et donc, le deuxième point qu'on voulait aborder dans ce module du CCAFU Online, c'est la place des nouvelles hormonothérapies dans une situation très particulière, qui est celle des patients qui sont porteurs d'un cancer de la prostate, CRPC, mais non métastatique. Cette population, on la connaît dans les études de CRPC, c'est environ 15% des patients, et on sait que pour ces patients, il y a des critères de gravité qui ont été définis dans certaines études, notamment celle sur le denosumab, qui montrent que chez les patients avec un temps de doublement du PSA très court, eh bien, le pronostic et le risque de métastase, notamment, est majeur. Et c'est cette population-là qui a été
étudié dans 2 études qui ont été présentées cette année à la SCOGEU, qui sont les études Prosper et les études de Spartan. Pour l'étude Prosper, Philippe. Alors l'étude Prosper a été rapportée par Maha Hussein. Donc c'est une très large étude puisque vous voyez 1400 patients ont été randomisés, 2 sur 1, c'est-à-dire 2 fois plus de patients dans le bras enzalutamide que dans le bras placebo. Il y avait une poursuite de l'hormonothérapie suppressive et le critère de jugement principal était la survie sans progression métastatique. Très clairement, là encore, le bénéfice est majeur puisque vous voyez qu'entre le bras enzalutamide où la médiane de survie sans métastase est de l'ordre de 3 ans, alors qu'elle est environ d'1 an dans le bras placebo. Le deuxième critère de jugement important, c'est sans doute celui de délai avant nouveau traitement antitumoral. Et là aussi, rien qu'à voir les courbes, vous voyez qu'il y a une différence excessivement importante entre les 2 bras en faveur de l'enzalutamide. Pour l'instant, nous n'avons pas de données de survie globale, puisque nous sommes encore dans le cadre d'analyse préliminaire, mais qu'on suppute que cette médiane de survie globale, de toute façon, sera supérieure à 5 ans. Quand on regarde le profil de tolérance, il n'est pas différent de celui qu'on a pu constater à des phases plus tardives, avec assez peu de motifs d'arrêt de traitement liés au traitement, et aussi des décès liés à un événement indésirable qui sont rares, 3%. Les types de progression sont classiques aussi, essentiellement le fait de métastases osseuses. Il y avait 50% de métastases viscérales dans cette série, donc des pathologies qui étaient rares, sélectionnées par des temps de doublement, comme vous l'a dit François, courts. Ce n'était pas la seule étude, et je vais laisser la parole à Pierre pour nous présenter Spartan. Alors Pierre, l'étude Spartan, une étude avec un design assez similaire, finalement une population également assez proche des conclusions dont tu vas nous parler. Exactement. Donc, comme tu le dis très bien, l'étude Spartan étudie la palutamide en phase de résistance à la castration sans métastase contre placebo, le tout en association avec une castration bien sûr maintenue. Là encore, le critère principal de l'étude, c'est la survie sans métastase, et l'étude est positive, comme témoignent les courbes, dans des proportions qui sont tout à fait semblables à ce que nous a décrit Philippe. La survie globale, là encore, n'est pas atteinte parce que l'étude n'est pas mûre pour cela. Et le profil de tolérance est là encore tout à fait excellent. Un tout petit point quand même qui n'est pas éclairci, c'est un surrisque de chute et de fracture dans le groupe apalutamide. En conclusion de ces 2 études, on peut retenir qu'elles sont tout à fait concordantes l'une comme l'autre et positives, et que là encore, elles sont certainement à même de modifier les pratiques pour le cancer de prostate résistant à la castration sans métastase. Probablement, ça va impacter nos nouvelles recommandations. Alors, c'est vrai que ces 2 actualités qui sont très intéressantes, qui sont des actualités qui font changer les pratiques, tant sur le cancer de prostate métastatique hormonosensible que pour le M0-CRPC. On a des molécules qui sont à notre disposition, qui sont extrêmement puissantes, qui sont plus faciles à manipuler que la chimiothérapie. Et j'ai envie de vous dire, en pratique, comment est-ce qu'on fait pour prescrire ces nouvelles hormonothérapies? Qui commence, Pierre? Je vais commencer de façon extrêmement simple, c'est une introduction tout à fait générale, en disant qu'il faut bien s'occuper des patients, poser les bonnes questions, donc s'intéresser de façon un peu plus spécifique aux antécédents cardiovasculaires de ceux-ci et leurs antécédents d'épilepsie, et puis avoir une évaluation, vous voyez, qui, en termes de cancérologie, est tout à fait standard. Le petit point sur lequel on peut s'arrêter, c'est d'abord le fait, là encore, d'utiliser les bons outils pour évaluer ces patients. Donc, jusqu'à présent, même si on est tenté d'utiliser des outils modernes, il faut se contenter pour pouvoir choisir correctement entre les différentes options thérapeutiques. L'arche métastatique doit être évaluée par scanner thoraco-abdominopelvien et par scintigraphie au technetium. Et pour l'évaluation biologique, attirer l'attention sur l'utilité qu'il y a à prescrire un dosage régulier de LDH et de phosphatase alcaline.
Alors une pratique à avoir, c'est vraiment de faire attention au bilan hépatique pour l'acétate d'abiraterone, c'est à réaliser systématiquement, car l'acétate d'abiraterone peut entraîner des hépatites toxiques, et donc vous avez l'obligation d'avoir un bilan de départ et d'avoir une surveillance rapprochée au moins les 2 premiers mois. Vous voyez que si vous avez des bilans hépatiques perturbés, c'est une contre-indication à l'acétate d'abiraterone. Vous avez la possibilité d'utiliser d'autres moyens thérapeutiques moins toxiques au niveau du foie. Je vais laisser la parole à Pierre de nouveau. Oui, en effet, parce que le bilan cardiaque s'intéresse peut-être quand même un peu plus à l'enzalutamide. Je vous rappelle quand même que les patients sont sous inhibiteurs de la sécrétion d'androgènes et que les agonistes et l'antagoniste allongent le QT, que dans la population générale, eh bien, il y a 1 sur 2000 patients qui a un QT long et que l'enzalutamide allonge aussi le QT. Donc il est nécessaire d'avoir un électrocardiogramme avant de prescrire de l'enzalutamide et que l'interrogatoire pour ce qui est de recueillir les antécédents cardiovasculaires est lui tout à fait standard. Le rein? Le rein, peu de risques, a priori. Néanmoins, prudence en cas d'insuffisance rénale très sévère, car nous n'avons pas de données dans ce type de situation, même si, a priori, le risque apparaît faible. Pour les interactions médicamenteuses, régulièrement, on est un petit peu échaudé avec la description des différents métabolismes, les isoformes des cibles qui nous est montré d'un côté de l'autre. Ce qu'il faut retenir, je crois que le message très simple, c'est de dire qu'il n'y a pas d'effet de classe. Donc on s'intéresse à des molécules dont le métabolisme, la biodisponibilité peut être modifiée par la prescription d'enzalutamide d'abiraterone, mais c'est affaire de cas d'espèce. Alors, si je veux prescrire de l'abiraterone, Philippe, en pratique, comment est-ce que je fais? Alors, en pratique, aujourd'hui, une petite nouveauté, c'est que vous avez maintenant des comprimés à 500 mg, ce qui fait qu'au lieu de donner 4 comprimés à 250 comme auparavant, c'est 2 comprimés qui sont plus faciles aussi à avaler. Donc, c'est finalement une utilisation assez simple. La seule recommandation importante, c'est qu'il faut le donner à distance du repas. Généralement 2 heures après le petit déjeuner, c'est plus simple, et 1 heure avant le repas de midi. Vous pouvez faire pour les lève-tard la même chose l'après-midi, mais c'est moins commode généralement pour les patients. Et vous associez systématiquement de la prednisone à la dose de 10 mg par jour en phase métastatique, et par contre de 5 mg par jour en phase initiale sur les études Latitude et Stampede, pour des phases métastatiques hormonosensibles. Il est absolument impératif de maintenir les agonistes de LHRH. Il est absolument aussi impératif d'avoir fait, vous l'avez vu avec Pierre, un bilan cardiaque parce que vous avez des risques d'hypertension et un bilan hépatique à cause des risques d'hépatopathie. Parmi les autres effets secondaires à savoir, c'est le risque d'hypokaliémie aussi qui va nécessiter d'avoir un ionogramme de contrôle très régulièrement les premiers mois. La surveillance de l'acétate d'abiraterone, elle doit se faire également clinique, avec des prises de tension artérielle très régulières et la recherche de prise de poids ou d'œdème des membres inférieurs qui sont aussi des effets secondaires potentiels. La révolution cardiaque doit être faite systématiquement. Et puis, actuellement, on s'intéresse beaucoup à la surveillance des fonctions neurocognitives. Il y a des études en France prospectives qui, actuellement, étudient le potentiel sur le long cours de ces nouvelles hormonothérapies, sachant qu'il s'agit souvent de sujets âgés qui peuvent déjà avoir des anomalies de leur fonction cognitive, mais le problème aujourd'hui est de savoir effectivement jusqu'à quel point on peut aggraver cette situation. Alors Pierre, en tant qu'urologue, on peut à la fois prescrire l'abiraterone et l'enzalutamide. Quels conseils quels trucs? Alors, des conseils extrêmement simples, c'est que cette fois, les comprimés ne sont pas au nombre de 2, mais de 4 en prise unique, de façon indépendante des prises alimentaires. La précaution qu'il faut prendre tout de même, on l'avait vu sur la première diapositive, c'était de s'enquérir des antécédents de convulsions ou du risque de convulsions, de la prise concomitante d'un traitement anticonvulsif chez le patient. Que les effets secondaires
secondaires sont axés surtout sur la fatigue chez les patients, qui peut justifier des adaptations thérapeutiques. Et puis, là encore, comme ça a été dit, la surveillance cardiaque. La surveillance d'efficacité, elle est tout à fait standard et régulière et n'appelle pas de commentaires bien particuliers. Les commentaires particuliers, en revanche, sont beaucoup plus sur les interactions médicamenteuses. Très vite, modification avec diminution d'efficacité, bêta-bloquant, calcibloqueur, varfarine, clopidogrel, des benzos, certaines benzos, l'oméprazole, les immunosuppresseurs, merci Philippe, et puis le fentanyl. Malheureusement, dans ce contexte-là, il est important de ne pas oublier cette complication potentielle. Pour terminer, j'aimerais insister sur le maintien, là encore, de l'inhibition de sécrétion des androgènes. Donc il faut absolument maintenir l'agoniste ou l'antagoniste de la LHRH et se souvenir qu'on est en phase de résistance à la castration et qu'il est indispensable d'introduire un traitement antirésorptif osseux. C'est la ligne de basse sur laquelle on doit appuyer les choix thérapeutiques entre acétate abiraterone ou enzalutamide. Philippe, en pratique, je dirais dans la vraie vie, il y a les essais cliniques avec des types de surveillance qui sont particuliers. Et puis, dans la vraie vie, comment est-ce qu'on fait pour surveiller ces patients qui sont traités par les hormonothérapies de nouvelle génération? Alors, dans la vraie vie, il y a un principe majeur, c'est de ne pas considérer la progression biologique comme un critère isolé, suffisant pour modifier le traitement. Il faut qu'au niveau, à côté de la progression biologique, on ait des progressions radiographiques ou cliniques. Au niveau radiographique, alors, ça peut faire appel aux critères RECIST quand il s'agit de masse tumorale évaluable, mais ça peut être aussi donc des progressions sur des critères radiographiques osseux, et ça doit être l'apparition de nouvelles métastases. C'est un avis qui est partagé vraiment par la majorité des experts au niveau international sur l'enquête qui avait été réalisée à Saint-Gall. Quand est-ce qu'on change de ligne, Pierre? Donc, ça rejoint un peu. Je peux que renforcer le message que nous donne Philippe, c'est-à-dire qu'il faut rester, avant d'être cancérologue ou urologue, des bons médecins, surtout pas se départir du bon sens clinique. On est en contexte quand même palliatif là encore, et que, comme vous le voyez, ce sont ces fameuses lignes de nage qui montrent bien qu'un événement qui intervient n'est pas suffisant à lui seul pour modifier le traitement et que c'est cette notion de bénéfice clinique global qui doit absolument nous guider en tant que cliniciens sur les modifications thérapeutiques chez ces patients. Merci Pierre, merci Philippe pour vos éclairages sur ces nouvelles prescriptions, ces nouvelles stratégies thérapeutiques. Merci au laboratoire Janssen qui soutiennent ce programme CCAFU Online. Et je vous laisse en compagnie d'Arnaud Méjean qui va délivrer les take-home messages de ces émissions. À très bientôt. Bonjour et bienvenue à ce nouveau module du CCAFU Online consacré aujourd'hui au cancer de la prostate et aux nouvelles hormonothérapies et à leurs nouvelles indications. En cas de cancer de prostate hormonosensible, les études STAMPED et CHARTED avaient montré un bénéfice en termes de survie chez les patients traités par hormonothérapie associée au docétaxel versus l'hormonothérapie seule. Plus récemment, les études STAMPED toujours à nouveau et LATITUDE ont montré également un bénéfice de survie chez les patients traités par hormonothérapie et abiraterone versus hormonothérapie. La question est donc de savoir dans cette indication quel traitement choisir entre hormonothérapie plus docétaxel ou hormonothérapie plus abiraterone qui, nous le répétons, doit toujours être associé à la prednisone de façon systématique. D'abord, les patients qui bénéficient le plus de ces traitements sont ceux qui ont une charge tumorale importante, métastases viscérales ou au moins 3 métastases osseuses. Il n'y a pas d'études comparatives entre les deux traitements, et ce ne sont donc que des comparaisons indirectes. Quoi qu'il en soit, les médianes de survie globale sont identiques à 34 mois pour les deux traitements, et les résultats sur les survies sans progression sont également identiques. En revanche, les profils de tolérance sont nettement meilleurs pour abiraterone versus docétaxel, ce qui était prévisible, ainsi que la qualité de vie essentiellement au début du traitement. Enfin, la prise d'un médicament oral est évidemment beaucoup plus simple qu'une chimiothérapie intraveineuse. En conclusion, même si encore une fois la comparaison est difficile à faire car elle n'est pas directe, à efficacité identique,
L'abiraterone permet une réduction de la toxicité aiguë et des décès toxiques, avec une grande simplicité d'utilisation, mais un coût qui est en faveur du docétaxel. Le deuxième sujet qui a été traité lors de ce CCAFU Online a été le CRPCM0, c'est-à-dire le cancer de prostate résistant à la castration en situation non métastatique. Le premier point important à rappeler est l'importance d'évaluer le risque d'évolution, puisqu'à ce stade, aucune métastase n'est décelée. C'est le PSA-DT, c'est-à-dire le PSA Doubling Time, qui se calcule très facilement à partir de plusieurs dosages de PSA sur des applications disponibles sur Internet, qui va servir de base à la référence. C'est pour des valeurs inférieures à 6 mois du PSA-DT que les risques augmentent de façon exponentielle. 2 études, très récemment présentées à l'ASCO-GU, sont venues nous aider à choisir le traitement optimal. D'abord, l'étude PROSPER a montré l'intérêt de l'enzalutamide versus hormonothérapie dans cette indication en termes de survie sans métastase et de délai avant un nouveau traitement antitumoral. En revanche, pas de bénéfice actuel en termes de survie globale, peut-être à cause de données encore immatures. La deuxième étude est l'étude Spartan, qui, elle, a comparé l'apalutamide et l'hormonothérapie avec une réduction du risque de 72% du risque de métastase, sans bénéfice également sur la survie globale, peut-être pour les mêmes raisons d'immaturité des données. Le profil de tolérance de ces 2 molécules est excellent. Le bilan à effectuer avant une hormonothérapie ou une chimiothérapie doit comprendre un bilan clinique, une imagerie associant scanner thoraco-abdominopelvien et scintigraphie osseuse, et on rappelle qu'il n'y a pas d'indication à ce stade au PET scan, quel que soit le marqueur utilisé. On doit faire également évidemment un bilan biologique avec dosage de PSA, testostéronémie, bilan sanguin complet et un bilan hépatique qui est absolument indispensable, surtout en cas d'utilisation de l'abiraterone. Ce bilan est à renouveler pour mesurer l'efficacité du traitement, en théorie tous les 3 ou 4 mois. En pratique, l'abiraterone est prescrit en une prise quotidienne à 1000 mg en une prise. Actuellement, le dosage de 500 mg est sorti, ce qui fait 2 comprimés par jour, à prendre à distance des repas, soit 2 heures après ou 1 heure avant, associé à 5 ou 10 mg de prednisone le matin en fonction du stade de la maladie. L'enzalutamide, lui, est prescrit à 160 mg jour, soit 4 comprimés de 40 mg en une prise également, et là encore, indépendamment des repas. Il n'y a pas de nécessité d'utiliser de la prednisone avec l'enzalutamide. Attention, en cas d'antécédent de convulsion, une hormonothérapie par analogue ou antagoniste doit être systématiquement associée. Attention également aux associations médicamenteuses. Avant 12 semaines de traitement, l'augmentation précoce isolée du PSA est à ignorer, sans autre preuve de progression de la maladie, et le traitement doit être continué. La progression du taux de PSA est définie par une augmentation supérieure ou égale à 25% par rapport à la valeur nadir, avec une augmentation absolue supérieure ou égale à 2 nanogrammes par millilitre. À 12 semaines, mesure qui doit être confirmée par un nouveau dosage 3 semaines plus tard. La progression tumorale osseuse est définie également par l'apparition d'au moins 2 nouvelles lésions, confirmées par un deuxième examen réalisé au moins 6 semaines plus tard. Enfin, la progression des métastases viscérales utilise des critères RECIST, et comme pour les métaosseuses, une confirmation doit être effectuée lors d'un deuxième examen, réalisé au moins 6 semaines plus tard. On répète qu'il ne faut pas arrêter le traitement sur la base unique de progression isolée du PSA. Et les experts recommandent un changement de traitement si au moins 2 des 3 critères de progression suivants sont remplis. Progression du PSA, progression radiologique, progression clinique ou dégradation de l'état général. Voilà pour ce nouveau module du CCAFU Online. Merci de nous avoir suivis et écoutés. Merci à Philippe Busbock, Pierre Mongier-Artus et François Rosé. Merci également au laboratoire Janssen pour leur soutien institutionnel et merci au service technique pour cette nouvelle réalisation. Au revoir, à bientôt.